À la une ce soir, la semaine de mobilisation du collectif Chum-Douvan-Douvan a commencé. Les membres se sont rassemblés devant l'hôpital Pierre Zodda-Kittmann ce matin. Ils entendent faire débloquer des fonds par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail. Nicolas Hulot et Annick Girardin sont arrivés en Martinique ce soir. Ils feront le tour des sites impactés par les sargasses demain. Une visite des ministres très attendue par les habitants de la côte atlantique. Coup d'envoi de la 15e semaine pour la qualité de vie au travail. 10 cadres de la fonction publique participent pour l'occasion à un stage organisé par l'ARACT avec pour objectif de pouvoir mieux manager leur équipe et gérer les relations conflictuelles. Enfin, nous reviendrons sur la deuxième édition de la Gay Pride qui s'est déroulée hier au Carbet. Un temps fort pour la communauté LGBT de la Caraïbe qui n'a pour l'heure que cette unique manifestation qui leur est entièrement dédiée. Rodolphe Florent, vous le voyez à l'antenne, membre du groupe de réflexion des Patriotes MIM, est notre invité ce soir. Il fera le point avec nous sur la situation de son parti. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ils l'avaient annoncé et ils l'ont fait. Les membres du collectif Chum-Douvan-Douvan se sont mobilisés ce matin devant l'hôpital Pierre Zodda-Kittmann. Les finances de l'hôpital public sont catastrophiques et les conditions de travail des agents sont très dégradées. Ils annoncent déjà une intensification du mouvement les prochains jours. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et Michelet François. Si nous préparons nos pancartes à l'avance, si les collègues AMA font sur du format... Ce matin, une centaine de praticiens du CHU s'est déclaré en grève. Un service minimum est assuré pour les patients, mais la structure est au bord du gouffre. Les moyens financiers et humains sont au plus bas et il y a urgence. Dans certains services, il n'y a plus de spécialistes. Ou qui ont disparu, comme la gastro-entérologie, qui ne survit aujourd'hui que grâce au recrutement des intérimaires. Nous manquons au niveau des services du matériel de base, de médicaments, de réactifs de laboratoire pour les laboratoires, pour faire les examens, d'accès à l'imagerie. Les équipes sont maintenant démotivées, en burn-out. Et nous craignons beaucoup des départs massifs et des démissions en cascade. Des départs qui pourraient signer l'arrêt de mort de la structure, car l'hôpital public absorbe 85% de la patientèle du territoire. 6 mois après la mise sous tutelle du CHU, aucune solution n'aurait été apportée. Ça n'a rien changé pour notre quotidien. Et les besoins de règlement des fournisseurs qui sont la base même de notre fonctionnement, eh bien, nécessitent aujourd'hui un apport en trésorerie dont nous ne disposons pas. Pour sauver leur outil de santé, demain matin, le collectif de praticiens hospitaliers appelle la population à manifester devant la préfecture. En soutien au personnel du CHU, l'ensemble des professions paramédicales privées devrait également baisser le rideau. Que se passe-t-il au sein du MIM? Le mouvement indépendantiste martiniquais semble être dans une impasse. Depuis la semaine dernière, il est placé sous administration provisoire. De nombreuses déclarations du président ces derniers mois ont mis au grand jour des tensions entre les membres du parti. Et pour en parler, nous recevons l'un des membres du groupe de réflexion des Patriotes, Rodolphe Breuler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez demandé, les membres de votre groupe ont demandé à ce que le tribunal délègue quelqu'un pour vérifier les comptes et mettre en place une AG après 7 ans. Si j'ai bien compris, la dernière date de 2011. Est-ce que ça veut dire que vous avez des doutes sur les comptes et que le dialogue était impossible avec le président? Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis fin 2016, il y a un clash qui s'est produit au sein du MIM lorsque le président, en préparation des élections législatives, nous demandait de réfléchir sur des éventuels candidats, de faire un certain nombre de propositions. Et ça fait près de 6 mois qu'on y travaillait en Conseil national. Nous travaillons et le 9 décembre, le président, il déclare que lui, il soutiendrait Fabrice Dunon. Contre l'avis de tous? Contre l'avis de tous et surtout, malgré qu'il y avait des candidats MIM
qui se présentait. Ça a été ça l'élément déclencheur? Ça a été l'élément déclencheur parce qu'il n'a pas voulu en discuter. C'est sa position le 9 décembre lors d'un conseil national. Et le lendemain matin, dans France Antilles, un grand article signé d'Alfred Marie-Jeanne, ne soyons pas voraces, et il affirme là son soutien à Fabrice Dunon, qui est un militant politique qui n'est pas au MIM et qui prétend être un électron libre, et, comme dirais-je, mais il prétend avoir le soutien de Marie-Jeanne. Et effectivement, il avait le soutien de Marie-Jeanne au-delà comment dirais-je, des gens, des militants du MIM qui se sont proposés. Vous dénoncez un dialogue rompu avec le président, c'est ça? Aujourd'hui, il est rompu parce qu'il ne veut pas nous entendre. Il ne veut pas nous entendre. Nous nous sommes érigés en en groupe de réflexion. Nous continuons à réfléchir sur la situation au MIM. Tout ça contre son avis? Contre son avis, mais nous avons écrit au secrétaire à l'organisation, Daniel Marie-Sainte, sous couvert du président, nous lui avons fait un certain nombre de courriers demandant la tenue d'un séminaire qui précéderait une assemblée générale statutaire, en principe tous les 3 ans, au statut du MIM, il est stipulé qu'il devrait y avoir une assemblée générale, notamment pour mettre en place, pour réélire le nouveau comité directeur du MIM et le bureau. Est-ce que vous avez eu une réaction du président depuis votre conférence de presse hier? Par aucune courrier, réaction. Ou par téléphone, ou par SMS? Depuis hier, aucune réaction. Sur les réseaux sociaux, nous voyons réagir les gens, mais nous n'avons aucune réaction d'Alfred Marie-Jeanne. L'administrateur provisoire, il aura un regard sur les comptes. Est-ce que vous aviez des doutes sur les comptes ou pas du tout? L'administrateur, sur ça, dès que le tribunal nomme un administrateur, la première chose, pour une association, loi 1901, telle que le MIM, qui est un parti politique, mais qui est une association, loi 1901, la première chose que l'administrateur fait, c'est effectivement, il a dans ses missions, de se faire remettre les comptes. De se faire remettre les comptes de l'association. Mais est-ce que vous aviez des doutes? Vous avez des doutes ou Nous pas? n'avons pas de doute sur la façon de gérer. Non, nous n'avons pas de doute là-dessus. Et qu'attendez-vous aujourd'hui, concrètement? Aujourd'hui, et c'est stipulé, et c'est là que nous disons que le droit, il est dit. Nous avons obtenu de la part du juge, du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, que dans la mission de l'administrateur, il y ait la convocation d'une assemblée générale. Donc on refait tout, on remet tout à plat et l'idée c'est de refaire les élections, changer de président peut-être? Est-ce qu'il a encore sa place selon vous, Alfred Marie-Jeanne, en tant que président du MIM? Statutairement, non, puisque ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale. Son mandat de président n'a pas été renouvelé depuis 7 ans. Statutairement, non. Jusqu'à maintenant, nous estimons, jusqu'à l'arrêté qui a été pris par le tribunal, il est le président, parce que c'est aussi lui le président de la CTM, en fait, l'exécutif de la CTM, je corrige tout de suite. Mais pour nous, statutairement, aujourd'hui, il n'est pas le président du MIM, puisqu'il est, aujourd'hui, après 7 ans, il est illégitime. Et c'était une élection sur combien de temps? Sur les statuts de l'association, il était censé... D'accord. Tous les 3 ans. Alors, est-ce qu'il y a déjà des candidats qui se positionnent? Parce qu'une fois qu'on refait les élections, j'imagine que les candidats doivent se positionner.
Pour le moment, nous n'en savons rien. D'accord. La seule chose que nous voulons, c'est que cette Assemblée générale soit faite de façon démocratique, qu'on élise un nouveau bureau, une nouvelle direction au MIM. Statutairement, c'est ce qui est précisé. Et bien sûr, nous avions souhaité, nous avions écrit, nous avons communiqué là-dessus. Nous voudrions qu'il y ait un débat, un séminaire, qu'il y ait un séminaire au sein du MIM pour faire parler les militants. Justement, est-ce que vous entendez, parce que certains militants disent que c'est l'implosion du MIM, est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous y croyez ou vous dites que non, tout est encore possible, le MIM peut survivre à ce... Comment on peut qualifier ça d'ailleurs? Cette période difficile. C'est une période difficile, d'accord. C'est une période difficile et ce n'est pas la première fois. Le MIM peut y survivre ou pas? Si les choses se règlent comme il se doit. Si effectivement il y a cette Assemblée générale, l'administrateur judiciaire a 4 mois, sa mission 4 mois, pour mettre en place cette Assemblée générale et faire l'élection du nouveau comité directeur du MIM. Très bien. Il a 4 mois pour ça. Est-ce que nous allons, après cette élection, sortir de cette période difficile? Ce sera au nouveau comité directeur de prendre les rênes, de rétablir la démocratie, de rétablir les fondamentaux. Il n'y a pas de démocratie, là. Mais il y a un manque de démocratie puisque le président est pratiquement le seul à prendre des décisions, tout seul. Il manque un manque de démocratie. Il y a maintenant plus de conseils nationaux. Tous les 2e vendredis du mois au MIM, l'ensemble des comités patriotes, les représentants des comités patriotes se réunissaient et on discutait en famille. Les élus du MIM aussi étaient convoqués à ces conseils nationaux. Ils ont complètement disparu. Alors, dernière question, parce que le temps qui nous était imparti est terminé. En pourcentage, le nombre de militants qui soutiennent votre action, est-ce que vous êtes nombreux ou c'est plutôt mitigé? Le groupe de patriotes, le groupe de réflexion des patriotes MIM, s'est limité à 15 personnes. On s'est limité à 15 personnes parce que si on était plus nombreux... Mais les autres militants, ils en disent quoi? Ils sont d'accord? Alors, les autres militants, ils sont d'accord. La preuve, regardez, l'assignation, elle est signée par 19 militants. Okay. 19 militants. Et nous savons... Sur combien? Sur combien de militants au sein du MIM c'est le trésorier et le secrétaire à l'organisation qui pourraient vous répondre exactement sur ça. Mais nous avons avec nous, effectivement, plein de militants qui nous disent « Allez-y, nous vous suivons. Nous ne sommes candidats à rien. » C'est ce que nous disons à chaque fois. Nous, les gens du groupe de réflexion, nous ne sommes pas candidats à la direction du MIM. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et dans le reste de l'actualité, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, sont tous les deux arrivés en Martinique ce soir. Si, comme en Guadeloupe, ils ont prévu de faire demain la tournée des sites impactés par les sargasses, ils commenceront à travailler dès ce soir avec une réunion opérationnelle en préfecture. Nous retrouverons d'ailleurs dans le courant de cette édition Jean-Marc Dabreux qui est sur place. En attendant, je vous propose de regarder ce reportage sur les attentes de la population de cette visite des ministres. On regarde. C'est impressionnant, c'est ici. Regardez ici. Une plage transformée en marécage par les algues sargasses en décomposition. Pour cet habitant du Robert, les différentes actions de ramassage sont inutiles. Ils ont enlevé plusieurs camions et c'est revenu aussitôt. Ils l'ont fait dimanche et mardi, il y en avait autant. Des ministres, Annick Girardin et Nicolas Hulot, attendus ici demain, ce sinistré des sargasses espère des réponses. Comment ils vont faire pour arrêter l'hémorragie
Et puis, qu'est-ce qu'on va devenir au point de vue santé? Est-ce qu'ils peuvent nous garantir qu'on n'aura rien du tout, quoi? Vous avez vu la couleur de l'eau? Elle est noire. Un peu plus loin, nous rencontrons cette riveraine, résignée face à l'ampleur du phénomène et ses conséquences sur la vie quotidienne. Il y a beaucoup d'odeurs, je prends un truc Vicks. Vous savez, quand on reste là, j'essaie de respirer. Pour elle, les ministres ne peuvent plus rien faire. Oui, s'ils arrivent à enlever la sargasse, oui, mais il faut qu'ils sachent qu'il y en aura encore d'autres. Ce n'est que le début des douleurs. L'impuissance, un sentiment partagé par une majorité des habitants du quartier Pontaléry, des plus jeunes aux plus anciens. On n'a rien sur l'État parce que c'est pas l'État qui peut faire rien. Nous quoi qu'on fait là, l'État ne peut pas faire rien. Nous là, c'est un géant qui peut tirer là, pas ouvrir entrer là. Il ne peut pas ouvrir entrer les sargasses là. Au Robert, un filet anti-sargasses a pourtant été installé au large, mais les résultats sont peu concluants. Plus qu'une énième solution à la crise sargasse, les sinistrés attendent un miracle. Et justement, je vous disais, Jean-Marc Dabreu est en direct de la préfecture où se trouve ce soir Annick Girardin, ministre des Outre-mer et solidaire, et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, pardon. On retrouve tout de suite Jean-Marc Dabreu. Jean-Marc, que se passe-t-il autour de vous ? Eh bien écoutez Sabrina, Nicolas Hulot et Annick Girardin ne sont pas encore arrivés ici à la préfecture de Martinique et vous l'avez vu, les habitants notamment du Robert et du quartier Pontaléry les attendent de pied ferme. C'est d'ailleurs demain l'une des premières visites qui sera effectuée, une visite de terrain. Les ministres sont venus observer l'efficacité du dispositif mis en place ici depuis plusieurs mois par la préfecture pour tenter de rassurer la population mais surtout pour tenter d'endiguer cette crise sargasse. Alors la préfecture, vous le savez, où samedi dernier encore, il y avait des manifestations où il y avait des algues sargasses qui avaient été projetées ici par des manifestants. Une préfecture qui a retrouvé donc tout son beau visage donc dès dimanche dernier. Et c'est ici que Nicolas Hulot et Annick Girardin devront arriver avec une première réunion de travail avec le préfet avant de poursuivre leur visite officielle demain, notamment au François et au Robert. Merci à vous, Jean-Marc Dabreu. Revenons maintenant sur la manifestation organisée samedi dernier devant la préfecture. Jean-Marc Dabreu vient de le dire, des sacs de sargasses envoyés par les membres d'un collectif de Martiniquais pour protester contre la gestion du phénomène par l'État. Un événement couvert par des journalistes qui ont, semble-t-il, été pris à partie par un fonctionnaire de police. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Nos deux confrères ont porté plainte. Le Club Presse leur apporte son soutien. Voyez les réactions recueillies par Johan Boulard. Notre rôle n'est pas de dire si les manifestants avaient tort ou raison. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Mais le rôle d'un journaliste, c'est d'être là et de rapporter le fait. Des forces de l'ordre chargées de sécuriser des individus, mais le contraire, qui finalement les fragilise et les bouscule dans leur travail. Ça devient un peu dramatique à la fois pour la profession et pour la Martinique. Donc on ne peut que dire notre indignation face à cette situation. Ces personnes n'ont pas été identifiées clairement comme étant des journalistes et il est fort probable que dans la confusion, elles aient été prises aussi pour des manifestants. De toute façon, il y a une enquête administrative qui sera diligentée, donc l'enquête va dévoiler le secret qui va sortir et le résultat, donc les ou les collègues, s'ils sont reconnus de faits de violence, ils vont en répondre. Et puisque nous parlons de la liberté de la presse, notez que nos confrères de France Antilles proposent demain un supplément spécial Coupe du Monde 2018 en Russie. Un numéro de 96 pages avec tous les programmes des matchs à la télé, les stars, les pronostics et un point complet sur l'équipe de France. Tout cela vous sera proposé avec votre quotidien du mardi. Attention, la qualité de l'air s'est à nouveau dégradée. Aujourd'hui, l'indice du jour était de 9 sur 10, soit une appréciation mauvaise. La situation devrait se dégrader encore demain et l'indice prévu est de 10 sur 10, soit une qualité très mauvaise. Il est donc recommandé d'éviter les activités physiques en extérieur, de ne pas brûler de déchets et de privilégier le covoiturage.
Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous reviendrons sur les manifestations sportives qui ont marqué le week-end. Entre autres, Erwan Le Gaillard a gagné le Tour cycliste cadet. Et puis Hubert Bornil vous parlera ce soir d'un livre érotique qui a pour titre « Les bêtises d'une camprée ». Mais avant, parlons du lancement de la 15e semaine pour la qualité de vie au travail. Pour l'occasion, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, la RACT, organise un stage. 10 cadres de la fonction publique y participent avec pour objectif de pouvoir mieux manager leur équipe et gérer les relations conflictuelles. Alizé Lutran et Michelet François ont assisté aux cours pratiques. Regardez. Michel, cesse d'envoyer des papiers de fromage à tout le monde. Et prenez place là. Je veux une fille, un garçon. Moi, je t'ai couvert. Comment tu vas manger? C'est moi qui fais toute baguette. Hein? Pas une personne qui a aidé moi. Quand même, c'est toi qui es responsable, non? Les enfants, ça suffit! Cette scène, vous l'avez déjà peut-être vécue au travail. Des tensions parfois quotidiennes dans certains établissements. À travers ce cas pratique grandeur nature, ces stagiaires, des cadres de la fonction publique, apprennent à désamorcer les conflits et à améliorer la communication dans leurs équipes. Pour incarner son personnage, Mirella, l'une des comédiennes, s'est inspirée de scènes déjà vécues. Ils se retrouvent tout de suite dans nos scènes, ils se retrouvent tout de suite, ils retrouvent tout de suite le sujet, ils savent de quoi on parle, ils disent que ça s'approche très très bien de la réalité. Nous, on a eu l'occasion de travailler au niveau d'autres institutions, au niveau de services publics, au niveau du territorial. Et à chaque fois, on a toujours ce petit conflit qui est entre services, entre statuts. Donc en fait, tout ça, ça nous a été inspiré de différentes actions que nous, on a déjà menées. Aujourd'hui, en Martinique, 3 salariés sur 10 seraient insatisfaits du climat social dans leur entreprise. C'est pour cette raison que Patrick a fait de la qualité de vie au travail son cheval de bataille. On s'est rendu compte à travers nos expérimentations, nos interventions sur notamment la question des risques psychosociaux qu'il y avait des problématiques liées aux pratiques managériales. Et aujourd'hui, il est quand même demandé essentiellement aux managers, et surtout particulièrement dans la fonction publique, d'agir, de s'intéresser plutôt au combien. C'est-à-dire on est vraiment sur des objectifs chiffrés en termes de temps de travail, en termes de productivité, en termes d'activités à réaliser. Et on n'a plus le temps en tant que manager à consacrer aux moyens qui sont donnés aux personnes à travailler, à soutenir les collègues, à développer de l'entraide entre collègues et puis à parler du travail, quoi. Demain, ces cadres présenteront leur copie à un jury. Ils reprendront alors le chemin du travail avec les clés d'un management réussi. Revenons maintenant sur la 2e édition de la Gay Pride qui s'est déroulée hier après-midi au Carbet. Une aubaine pour la communauté LGBT, comprenez lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, puisque pour l'instant, il n'y a que la Martinique qui propose ce type d'événement dans toute la Caraïbe. Johan Boulard et Rebecca Riol étaient sur place. Regardez. Plus question de courber les chines. La communauté LGBT revendique son droit d'exister. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir? Et arbore fièrement les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, je suis homosexuel et je l'assume. L'homosexualité est de mieux en mieux perçue. On va dire qu'il y a de moins en moins de problèmes, les gens l'acceptent en comprenant que tout simplement nous sommes des personnes comme tout le monde, que notre vie privée ne regarde que nous. Et vive la Gay Pride! Être homosexuel aujourd'hui n'est pas un défaut et maintenant il faut justement supporter la communauté LGBTQI+. Ici se mêlent homosexuels, travestis, transsexuels et transgenres. Plus qu'une simple fête, un événement militant. Faire évoluer les choses de façon à ce que les gens du milieu gay martiniquais viennent à s'associer à cette Gay Pride. Les homophobes, c'est quoi? Je les en... Vient ensuite le moment d'enflammer le dance floor avec la complicité des hétérosexuels. Ce n'est pas un cliché des faux folles, des nanas lesbiennes, camionneuses. Non, non, c'est la vraie liberté. Sur une plage transformée en boîte de nuit. D'ailleurs, sur le site, ancienne et nouvelle garde politique parlent d'une seule et même voix. Lorsqu'on est homme d'ouverture et qu'on trouve des gens d'ouverture, il faut en profiter. Je crois que la tolérance, la liberté, le fait d'être ensemble, c'est à primer. C'est un pas en avant. Et lorsque l'humanité comprendra ça, il y aura moins d'agressivité. La Martinique, seule île des Antilles à avoir sa Gay Pride. Tant qu'on ne va pas arriver à la faire ailleurs dans la Caraïbe, ou à Trinidad, ou en Guadeloupe, etc., nous allons garder la même mise.
sur la Gay Pride et on va monter en gamme. On reste tout de même bien loin du concept de la marche des fiertés de Paris. 1 millier de personnes étaient attendues, les convives étaient finalement moitié moins. Priorité au direct, on retrouve tout de suite Jean-Marc Dabreu en direct de la préfecture. De la préfecture. D'ici quelques secondes, Nicolas Hulot et Annick Girardin devraient rentrer pour une première réunion de travail avec l'ensemble du personnel administratif à la préfecture. L'idée évidemment c'est de faire le point sur la situation des sargasses en Martinique. On l'a vu en Guadeloupe, notamment beaucoup de questions et notamment des questions sur le dispositif qui est mis en place pour essayer d'endiguer cette crise sargasse. Vous l'avez vu dans le reportage que nous avons diffusé il y a quelques instants, les habitants demandent des réponses. Il y a eu le filet anti-sargasse qui a été installé au Robert. Il y a eu notamment le ramassage, mais certains considèrent qu'il prend un petit peu de temps, excusez-moi. Certains considèrent que cela prend beaucoup plus de temps. Alors, avec le préfet, avec le directeur de la mer, avec le SDIS, avec la DEA, le RSMA, qui joue également une part extrêmement active dans cette lutte contre le sargasse, les ministres vont essayer de comprendre et de trouver d'autres solutions et d'abord de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, Sabrina, sur la situation ici à la préfecture. Et voilà, en direct, la ministre Annick Girardin et le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui sont donc arrivés ici en Martinique. Alors, attendez, on va saluer tout le monde parce que... Alors comme habituellement, on salue toutes les autorités qui sont présentes, que ce soit au niveau du... Donc on a perdu Jean-Marc Dabreu, nous rencontrons quelques difficultés à assurer ce direct, qu'elle se ne tienne. On reviendra sur cette réunion opérationnelle dans notre édition de demain soir. En attendant, place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les manifestations qui ont marqué le week-end. La victoire d'Erwan Lagaillard au Tour cycliste cadet. En automobile, Michael Akari s'est imposé dans la course de côte du Galion. Enfin, les Yoles étaient de sortie à Sainte-Anne hier et UFR Chamflore est leader du championnat. Tour d'horizon avec Karil Chassol et José Le Cherti. Temps fort de ce week-end de sport, la 3e édition du Tour cycliste cadet est revenue à Erwan Lagaillard. Après 4 jours de course, le sociétaire du Madina Bikers remporte pour la 2e année consécutive cette compétition. Le podium est complété par son partenaire de club, Noé Touya Concon et Lucas Guille du Nantes Atlantique. On reste sur la route, les passionnés de sport automobile étaient au Galion à Trinité à l'occasion de la 3e journée du championnat de la montagne hier. Cette course de côte est revenue à Michel Akari en 55 secondes et 37 centièmes. Willy Nalamoutou Sancho et Guy Hélénis complètent le podium. Direction la mer, nos yoleurs étaient hier à Sainte-Anne à l'occasion de la 7e journée du championnat. La première course est revenue à Zapeti-la-Palouza devant Rosette Orange et UFR Chamflore. La deuxième a souri à Rosette Orange devant Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle et EDF CTDM. Au général, le leader c'est UFR Chamflore. Le podium est complété par Zapeti-la-Palouza et Rosette Orange. Sport collectif, en rugby, l'US Robert termine la saison en battant en finale du championnat l'entente Good Luck SNK 27-13. Les Robertins réalisent le triplé, coupe, championnat et champion Antilles-Guyane. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Les bêtises d'une cambrée, c'est le titre d'un roman érotique de la martiniquaise Laurette Mas-Camille, un ouvrage écrit à 4 mains avec Frédéric Pelletier qui ne laisse personne indifférent. Hubert Bornil et Valérie Vincent ne l'ont pas mis en image, mais vous donne un avant-goût de ce qui vous attend. Regardez. Une rencontre inédite, virtuelle, qui débouche ou débouche pas sur la réalité. C'est un peu ce que l'on peut dire pour bêtises, les bêtises d'une cambrée. Voici l'auteur martiniquaise qui a sorti ça il y a 3 ans de cela, 4 ans. Bientôt. Voyez. Les bêtises de Cambré, à l'origine une écrivaine en recherche d'inspiration sur un site de rencontre. Cela débouche sur une expérience à la fois rare et excitante.
se livrer en pâture, les yeux bandés à un inconnu le temps d'une nuit. Sachez que durant tout le temps où vous aurez les yeux bandés, vous m'appartiendrez. Répondrez à tous mes ordres et caprices docilement et avec le sourire. Votre corps sera à moi et j'en ferai ce que je voudrais. Ce roman érotique est l'œuvre de la Martiniquaise Laurette Mascami et du Normand Frédéric Pelletier, dont c'est la première expérience littéraire. Elle, par contre, s'est déjà illustrée à travers plusieurs ouvrages, dont le fameux Dlokoukoun. Dlokoukoun, c'est vraiment un recueil de contes antillais. Vraiment les contes de notre enfance, hein, ceux avec quoi on nous faisait peur, la diablesse, les soukounians, tous les gars des affaires, etc. Celui-ci, c'est vraiment un roman érotique. Et donc, ce qui est vraiment le récit d'une rencontre. Donc, c'est pas du tout dans la lignée. Là, on a toujours de l'érotisme, mais sauf qu'on a nos contes avec nos langages et nos petits mots qui font sourire. Et là, c'est quand même plus universel. De leur rencontre, on n'en apprend pas grand-chose, sauf qu'ils ont dû se découvrir des valeurs communes à la faveur d'un site de rencontre. Le titre est l'inspiration de Frédéric Pelletier. Une femme cambrée, ça nous parle forcément. Et puis, il y a aussi l'histoire des bonbons. Le jeu de mots entre la bêtise de Cambrai et cette femme Cambrai est arrivé très vite. Et c'est aussi un livre qui se délecte, savoureux, un livre à sucer, je dirais. Il en restera bien assez pour inonder le visage et le reste. Et cesser de m'exciter. Oh là là. Je perds la tête. Perdez la tête pourvu qu'il me reste. Ça vous fait rire, hein? Ça vous amuse, hein? Mais oui, mais oui. Maman vous autorise à dire ça? Oui. Alors, ce qu'on peut juste rajouter, c'est que le livre est déjà deuxième vente dans les librairies antillaises. On le trouve actuellement à Présence Créole, c'est tout près de la cathédrale. Voilà, c'est ça, c'est pour vous. Merci. Merci, au revoir. Bon, Hubert Bornil a eu son livre, on le voit. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée sur le parking de l'école de la Seconde Chance de 8h à 13h à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kidman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèpeia. À tout de suite.